Bonjour les licornes et les zèbres. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, à mon sens, n'est pas assez abordé, mais qui fait partie des formes de neuroatypisme. C'est pas mal parce qu'on en parle de plus en plus, donc c'est mon tour. Je vais vous parler des multipotentiels, donc de ce qu'on appelle la multipotentialité. Pour ça, je suis partie d'un ouvrage, d'un livre assez bien fait, qui résume tout ça. Donc je vais vous présenter donc ici Multipotentiel par Frédéric Génicaud. Alors donc dans cet ouvrage, on détaille quand même pas mal de choses. Je vais quand même vous donner la définition parce que ça ne tombe pas forcément sous le sens. Alors qu'est-ce qu'un multipotentiel? Alors un multipotentiel, on va définir ça par rapport à un autre profil que vous connaissez peut-être mieux, qui est le spécialiste. Donc multipotentiel d'un côté, spécialiste de l'autre. Le spécialiste, c'est une personne qui va avoir un parcours personnel, professionnel, surtout on va parler de professionnel, assez stable, assez linéaire, des cursus scolaires un peu plus longs. C'est la grande majorité des gens qui savent ce qu'ils veulent faire depuis presque toujours, ou en tout cas assez longtemps. À l'inverse de ça, vous avez les multipotentiels. Donc ce sont des gens, comme le nom l'indique, qui possèdent plusieurs types de potentiels. Ils vont avoir une carrière qui est beaucoup plus découpée, pas toujours en lien. Ils vont accumuler les jobs, les passions qui sont assez variées. Donc vous allez trouver dans ces multipotentiels 4 types. Vous avez le profil ombrelle parapluie. Donc ça, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir un métier qui est assez multifacette. Il y a un lien entre toutes ces tâches. C'est assez polyvalent. Il s'y retrouve très bien. Vous avez ensuite le modèle Einstein. Ça sera plutôt quelqu'un qui aura un travail dit alimentaire, mais qui, à côté de ça, va entretenir une ou plusieurs passions. Vous avez ensuite le profil slasher. Là, ça parlera peut-être un peu plus aux jeunes, donc le slash, la barre qu'on connaît bien. Ça sera quelqu'un qui va, à ce moment-là, accumuler les jobs qui n'ont pas forcément un lien entre eux. Donc, il aura différentes activités. Lui, ce qu'il aime, c'est surtout la liberté. C'est le cas, par exemple, ça peut être les saisonniers. En été, on est sur les plages. En hiver, on part à la montagne. C'est typiquement un profil slasher. Ensuite, vous avez le dernier profil, qui est le profil phénix. Ça sera plutôt une personne qui va être régulièrement en réorientation. C'est mon cas, personnellement. Donc, qui va commencer quelque chose, qui va tomber à ce moment-là dans une phase d'ennui, et qui va repartir vers autre chose, réfléchir, repartir dans une autre formation, voilà, qui va accumuler comme ça plusieurs métiers. Il y aura souvent un fil rouge quand même à travers tout ça. Le multipotentiel, il a les mêmes points communs qu'un haut potentiel. C'est-à-dire qu'il sera très empathique, intuitif, il aura aussi une pensée en arborescence. Ça sera quelqu'un qui sera souvent envahi par ses propres pensées. Donc vous voyez quand même pas mal d'éléments qui ressemblent au potentiel. Alors comment différencier justement un haut potentiel d'un multipotentiel? Eh bien c'est un peu compliqué parce que pour le haut potentiel, c'est quand même mesurable parce qu'à partir de 130 points de quotient intellectuel, vous êtes considéré comme un haut potentiel. Mais ce n'est pas quelque chose qui sera aussi facile pour les multipotentiels, tout simplement parce que les tests d'intelligence ne prennent pas en compte tous les types d'intelligence, qui peuvent varier, par exemple, selon les spécialistes, entre 3 et 9 types d'intelligence. Vous avez par exemple le quotient émotionnel, qui n'est pas pris en compte, et qui est très important chez les multipotentiels. Donc la question à se poser, c'est est-ce qu'un multipotentiel, c'est simplement un haut potentiel qui a des intérêts multiples et qui a besoin de changement, à contrario d'un haut potentiel qui sera, lui, plutôt spécialiste. Donc ça, c'est pour les profils. Comment on peut repérer ça? C'est assez facile, c'est que dans notre société, depuis super longtemps, il y a quand même une question qu'on pose très souvent aux enfants et qui revient souvent, c'est qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand?
Ça pose rarement des problèmes à l'enfance, parce que les enfants, ils n'ont pas d'imagination, ils veulent être astronautes, danseuses, que sais-je encore, je voulais être vétérinaire par exemple. Par contre, ça commence à se corser à l'adolescence. À la fin de son cursus secondaire, on est souvent envahi par cette question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, quel genre d'études veux-tu faire, qu'est-ce que tu vas devenir? Et là, ça commence à coincer pour les multipotentiels, parce qu'ils ont tellement d'envie, tellement de projets, et tout ça est tellement flou, qu'ils n'arrivent pas à se lancer sur une piste. Et c'est comme ça qu'effectivement, ils arrivent dans les 4 profils dont on vient de parler, parfois malgré eux, ils ne sont pas toujours heureux, ou alors ils se retrouvent enfermés dans une profession où ils s'ennuient, et là, le souci c'est le bore-out, c'est-à-dire le bore, tout bore, c'est s'ennuyer en anglais. Il s'ennuie, à ce moment-là, le mental il commence à faillir, et il commence à ce moment-là peut-être à déprimer, en tout cas à avoir envie de changement, et ça les taraude. C'est à ça qu'il faut faire attention. L'important, c'est pouvoir comprendre comment on fonctionne, et quand il s'avère qu'on est multipotentiel, c'est de pouvoir accepter qu'on a un profil qui est différent, mais qui est parfaitement complémentaire avec les spécialistes. Rien n'est meilleur qu'une équipe où vous avez des multipotentiels et des spécialistes, parce que le multipotentiel, il va penser en dehors de la boîte, il aura des idées créatives, tandis que peut-être le spécialiste, lui, il va se pencher sur les choses qui sont peut-être plus techniques, parce qu'il aura plus de connaissances, plus de compétences. Donc, vous voyez que c'est complémentaire, il n'y a pas à avoir honte d'être multipotentiel. Et une fois qu'on a compris ça, qu'on a compris son fonctionnement et qu'on l'a accepté, on peut aussi commencer à en parler autour de soi. Dans le livre, c'est ce qu'ils appellent le coming out de multipotentiel. À ce moment-là, c'est effectivement en parler à son entourage. Professionnel, pourquoi pas, on y reviendra pas cette semaine. Donc, mais pour ça, il faut pouvoir se comprendre. Parce qu'on ne peut pas expliquer à quelqu'un d'autre ce qu'on est si on ne se comprend pas soi-même. Donc on s'est posé, on a réfléchi, on a vu son parcours, il faut tenir compte de ses besoins, de ses valeurs, du regard qu'on a sur le monde. Et à ce moment-là, on peut commencer à agir. La première chose à faire avant d'agir, c'est toujours être dans l'introspection et prendre conscience de ce qu'on appelle l'autosabordage. L'autosabordage, il vient par les croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? En fait, c'est la vision que vous avez de vous-même, des autres et du monde. Et comme le cerveau, il aime bien être cohérent, eh bien, votre comportement, vos actions, vos attitudes, elles vont aller vers cette vision-là. Je vous donne un exemple de croyance limitante personnelle. C'est que j'ai longtemps cru à travers mon parcours que je n'étais pas capable d'arriver au bout de quelque chose. Je prends conscience de cette croyance limitante. Ensuite, je me pose la question de savoir si c'est moi qui me vois comme ça, ou est-ce que c'est les autres qui me renvoient cette image? Ici, en l'occurrence, c'est un petit peu des deux. Ensuite, j'ai pris du recul et je me suis demandé si cette croyance était vraie. J'ai eu des contre-exemples qui me sont venus en tête. Par exemple, je sais que d'un point de vue professionnel, il y a des missions intérim auxquelles je suis arrivée au bout, alors que mes collègues n'y étaient pas arrivés. C'est également le cas de mon permis de conduire. C'était pas gagné, mais je l'ai eu quand même. Donc je suis arrivée au bout de ces choses-là. Après avoir pris conscience de ces contre-exemples, eh bien, à ce moment-là, j'ai reformulé cette croyance en disant non, c'est pas que je suis pas capable d'arriver au bout de quelque chose, c'est que j'arrive au bout des choses qui me tiennent à cœur. Donc je reformule cette croyance. J'arrive au bout des choses quand elles me motivent, quand elles comptent pour moi. Vous répétez à ce moment-là plusieurs fois cette nouvelle croyance qui va remplacer la croyance limitante. Le cerveau aime la répétition, donc il faut le répéter assez souvent. Et là, vous allez pouvoir l'intégrer. Donc vous identifiez à ce moment-là toutes vos croyances limitantes, les choses qui ont pu vous empêcher d'avancer, de faire des choix. Ça sera déjà la toute première étape de l'action.
Ensuite, pour pouvoir agir, il faut prendre garde à un ennemi. Un ennemi qui est commun à tout le monde, enfin, en tout cas un tiers de la population, c'est quand même pas mal. Là, ça sera plus particulier pour les multipotentiels, c'est la procrastination. La procrastination, qu'est-ce que c'est? C'est un joli mot pour dire qu'on reporte tout au lendemain, qu'on ne fait pas, évidemment, le lendemain. Encore une fois de plus, l'important, ça sera d'avoir conscience de ces éléments qui vont déclencher ce comportement chez vous. Quelles sont-elles? Ensuite, posez-vous la question de savoir pourquoi vous avez tendance à les remettre ces choses. Qu'est-ce qui vous fait peur? Ensuite, qu'est-ce que ça vous coûte de ne pas le faire? Par exemple, les factures, beaucoup de gens ont tendance à remettre au lendemain, ça a un coût. Le rappel, le huissier, ça peut aller très loin. Ensuite, quel est le bénéfice que vous avez à ne pas le faire? Si votre coût est supérieur à vos bénéfices, c'est le bon moment d'agir. Si après avoir analysé tout ça, vous avez encore tendance à remettre au lendemain, donc à procrastiner, à ce moment-là, il est important de revenir vers l'organisation. Est-ce que votre timing est bon? Est-ce que vous avez divisé votre objectif ou est-ce que vous avez vu le dessus de la montagne? Si c'est le cas, ça peut être effrayant. C'est important de pouvoir subdiviser en tâches tous ces projets. Vous allez peut-être avoir besoin d'outils, que ce soit un agenda, des applications. Moi, personnellement, je me sers d'un bullet journal, je vous en reparlerai. Pour que vous soyez productif, il faut tenir compte de 3 facteurs différents. Les variables sont le temps, l'énergie et l'attention. Donc le temps, on vient d'en parler, subdiviser vos projets en tâches. C'est de respecter un timing, donc de pouvoir aussi dire au bout de X temps, je vais arriver à la fin de tel objectif. Donc fixer une limite de temps, ça évite aussi la procrastination. Pour l'énergie, eh bien là, il faudra être à l'écoute de son corps, respecter son sommeil, c'est la base, mais c'est super important. Et alors, être attentif à sa chronobiologie. Ça sera aussi la même chose pour ce qui concerne l'énergie. L'énergie et l'attention, elles ont le même facteur, c'est qu'elles sont personnelles. Donc il y a des moments où vous allez remarquer, où vous allez avoir tendance à être beaucoup plus en éveil et d'autres moments beaucoup plus fatigués. Ce sera plus difficile pour vous de faire les choses que vous avez à faire. Donc analysez déjà votre propre chronobiologie. À quel moment vous êtes le plus productif? Pour votre attention, il est aussi important, quand vous êtes dans votre processus à ce moment-là de création, d'action en tout cas pour votre projet, c'est de supprimer les voleurs de temps. Toutes les choses qui vont faire que vous allez décrocher, ne fût-ce que quelques microsecondes, parce que le souci, c'est que décrocher quelques secondes, ça va vous prendre plusieurs minutes pour reprendre votre attention. Et ça va vous prendre de l'énergie une fois de plus. Donc, il y a des choses qui sont parfois très simples. Mettez votre téléphone sur le pas déranger, en mode avion, que sais-je. Débranchez votre sonnette. Si vous identifiez ces voleurs de temps, vous allez voir, il y en a quand même pas mal. Et surtout au monde actuel, un smartphone par exemple, c'est vraiment une catastrophe. Mettez-le loin de vous. Vous allez avancer beaucoup plus vite et plus de procrastination. La dernière étape qui sera importante pour vous, ça sera de gérer vos émotions, votre mental. Ça, j'en avais déjà parlé pour l'hypersensibilité, donc ça sera exactement le même processus, c'est-à-dire écouter ses émotions, les accepter et pouvoir prendre du recul par rapport à ces émotions. Peut-être identifier les situations qui vont déclencher en vous des émotions négatives qui vont vous freiner. Il faudra aussi regarder dans le présent. Pour ça, on conseille la méditation, parce qu'effectivement, l'avenir, personne ne le connaît, ça a tendance à être anxiogène. Le passé, il peut être source de tristesse, de colère, que sais-je encore. Ça réveille des émotions, donc restez bien dans le présent. Restez ancré dans votre projet. Ça sera des choses importantes, surtout
par rapport à votre énergie aussi, c'est de trouver des choses qui vous font plaisir, qui vous boostent. Et alors là, usez-en, abusez-en. Donc voilà, les émotions, la procrastination, l'organisation, être multitâche, c'est un atout fabuleux parce que vous avez plusieurs potentiels à développer, que vous aimez développer. Et vous allez voir qu'il y a souvent un lien, il y a souvent un fil rouge à travers tout ça. Il faut le trouver, c'est important. Ça va vous servir de canevas pour tous vos projets. Si vous êtes un petit peu coincé professionnellement, repensez aux 4 profils. Et la semaine prochaine, on va reparler des multipotentiels dans la vie professionnelle et on va voir un petit peu ce qu'on peut faire. D'ici là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, à commenter et à ce moment-là, je les intégrerai à la vidéo de la semaine prochaine, donc sur la vie professionnelle, mais je peux également revenir sur des concepts que je n'ai pas forcément abordés. Donc je vous revois la semaine prochaine. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout, pratiquez l'autocompassion. Vous êtes votre meilleur ami. Conseillez-vous bien. À la semaine prochaine.